Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour le conseil municipal de la ville de Grande-Synthe. Bienvenue aux personnes présentes et aussi aux personnes qui nous regardent sur le site de la STV et sur le Facebook. Je salue également celles et ceux qui nous suivent sur la chaîne locale de la STV et sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas commencer ce conseil municipal sans rendre hommage au jeune Philippe, assassiné dans la nuit du 15 au 16 avril à Grande-Synthe. Tout d'abord, au nom de tous les élus de ce conseil municipal, je réitère mes plus sincères condoléances à la maman de Philippe, à ses deux frères, à toute sa famille et à tous ses amis. Ce fut pour notre ville un moment de deuil, de tristesse et de colère. Ce fut aussi un moment de respect et de silence. En tant que maire de Grande-Synthe, je souhaite ici remercier les Grands-Synthoises et les Grands-Synthois pour leur dignité collective au moment de ce drame inqualifiable. Notre ville a été touchée dans sa chair. C'est un de nos enfants qui a été assassiné. Notre peine est immense et notre chagrin incommensurable. C'est un jeune de Grande-Synthe qui est mort, un jeune apprécié de toutes et de tous, un jeune pleinement investi dans notre ville et d'une gentillesse débordante. Nous ne t'oublierons pas, Philippe. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire aux médias, il y aura un avant et un après pour la ville de Grande-Synthe. Avant d'aborder l'ordre du jour de notre séance du conseil municipal, je veux en notre nom à tous saluer la mémoire d'une ancienne adjointe de mon ami Nicole Lustre, décédée récemment sur la ville. C'est avec beaucoup de tristesse que j'aborde cette séance de notre conseil municipal en rendant hommage à Nicole, qui s'est éteinte le 13 mai dernier à l'âge de 85 ans. Nicole, et je n'oublie pas son mari Daniel, disparu il y a 5 ans, ont marqué de leur empreinte la vie publique locale. Ancienne conseillère municipale de 2008 à 2014, puis adjointe déléguée aux seniors de 2014 à 2020, elle était également fortement impliquée dans le sport au sein de l'association AGVA. Association AGVA, Association de gymnastique volontaire pour adultes, qu'elle animait avec Daniel, avec des séances de gymnastique douce, de volley-ball ou de badminton. C'est d'ailleurs le sport qui a conduit ce couple, indissociable, originaire du Pas-de-Calais, à s'installer à Grande-Synthe en 1974. La ville recherchait un couple de sportifs pour gérer le complexe sportif de Bussy, complexe tout juste sorti de terre. La salle de Bussy était à la fois leur lieu de vie professionnel et familial. Ils étaient connus et appréciés par l'ensemble du monde sportif local, par leur enthousiasme et leur caractère jovial. Par contre, il me faut le dire, ils devenaient intransigeants auprès des utilisateurs en cas de non-respect des installations. Je me suis même laissé dire, et je le répète avec humour, qu'il fallait presque mettre les patins sous les semelles avant d'entrer dans la salle. En tant qu'élu, Nicole était très attachée à la lutte contre l'isolement et la solitude des personnes âgées. Elle mettait un point d'honneur à rendre visite à domicile aux personnes âgées isolées et s'impliquait aussi beaucoup en faveur des projets intergénérationnels. À titre personnel, j'ai eu la chance, le privilège de les compter parmi mes amis. Nicole, Daniel. J'en garde un souvenir indéfectible pour tous ceux qui m'ont appris de la vie publique. Nicole nous laisse le souvenir d'une femme bienveillante et d'une gentillesse absolue. Au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal, en mon nom personnel, j'adresse à Patricia ici présente ainsi qu'à toute la famille nos plus sincères condoléances. Sans transition, bien entendu, un petit mot d'actualité, puisque dimanche prochain, ça n'aura échappé à personne, les électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les députés européens. Cette élection aura des conséquences importantes sur notre vie quotidienne et sur notre vivre ensemble européen, à une époque où le monde est bouleversé par des conflits et des guerres, que ce soit en Ukraine ou en Proche-Orient. L'Union européenne doit continuer à défendre nos valeurs, celles du respect des droits de l'homme, de la paix, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité et de l'état de droit. La démocratie n'est jamais acquise. C'est aussi pour cette raison que je vous appelle solennellement à aller voter dimanche prochain dans les bureaux de vote ici à Grande-Synthe, ouverts de 8 h à 18 h. De façon un peu plus réjouie, j'oserais dire, c'est avec beaucoup de joie que je vous annonce l'arrivée d'un nouveau médecin à Grande-Synthe.
puisque le docteur Mokhtar Boulouis, qui a 55 ans, s'apprête à rejoindre les 2 médecins généralistes déjà installés au pôle santé Avicenne, rue de Provence. Il aura l'occasion donc d'œuvrer sur Grande-Synthe. J'ai pu le rencontrer à plusieurs fois pour préparer avec Philippe, avec Benoît Ferré, avec des élus du conseil municipal son installation à Grande-Synthe. Dans cette difficulté ambiante de désert médical sur le Dunkerquois, c'est avec beaucoup de joie qu'on va accueillir donc Mokhtar Boulouis pour ici à Grande-Synthe, et je pense qu'il va nous amener vraiment quelque chose de supplémentaire au-delà de sa fonction de médecin généraliste, puisqu'il a aussi une vision sur tout ce qui est interprofessionnel au niveau de la médecine générale. Donc bienvenue à Monsieur Boulouis à Grande-Synthe. On a fait d'ailleurs un petit mot dans le journal municipal pour que les Grands-Synthois puissent commencer à s'inscrire, puisque les prises de rendez-vous vont commencer à partir du 1er juillet, et M. Boulouis va commencer à exercer à partir du 15 juillet ici à Grande-Synthe. Un deuxième petit mot sur le communiqué de presse que je viens de faire sur la volonté de l'État de mettre en place un centre de rétention administrative, un CRA, disons-le, sur l'arrondissement de Dunkerque. Pour ceux qui ont pu le consulter, j'ai fait effectivement un communiqué de presse pour m'opposer à la création de ce CRA et surtout pour exprimer notre incompréhension, parce que ce projet a été fait sans aucune concertation avec les élus locaux, en tout cas en ma personne. Et je pense, et je réitère le fait, que ce n'est pas un CRA d'accueil de 140 personnes, enfin d'accueil, d'enfermement, j'oserais dire, de 140 personnes avec des moyens inouïs qui va résoudre la problématique migratoire sur notre littoral. Je réitère ma proposition, et je l'ai fait donc via ce communiqué de presse, d'ouverture sur la bande littorale de lieux de refuge de 150 à 250 personnes pour qu'on puisse accueillir dignement les réfugiés présents. Et c'est certainement pas un CRA qui va nous amener à améliorer la situation. J'ai reçu une demande de parole de la part de Madame Karima Touil, à qui je laisse volontiers la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Alors, comme cela vient d'être rappelé, et comme le rappelle en toute occasion Monsieur le maire, la nuit tragique du 15 au 16 avril dernier constitue, à Grande-Synthe, un moment de crise, c'est-à-dire un moment de suspension du temps ordinaire et de rupture radicale entre un avant et un après. Au-delà du bouleversement, de l'effroi et de la vive émotion que ce drame a suscité et suscite encore, cet assassinat a non seulement touché au plus profond de leur être tous les Grands-Synthois qui l'ont vécu et éprouvé comme s'ils étaient une seule et même famille, mais force tous les citoyens adultes à mesurer leurs responsabilités et en premier lieu, surtout, les élus de la République à prendre toute la mesure de la charge qui leur incombe, celle d'assurer la paix civile, la cohésion sociale et les conditions réelles du vivre ensemble. Car travailler au dépassement juste et équitable des antagonismes d'intérêts, contribuer à surmonter les particularismes divergents des origines culturelles, religieuses ou géographiques, et lutter obstinément contre les inégalités sociales et les discriminations de toutes sortes constitue à coup sûr les missions principales de la classe politique, de tous ceux qui ont la charge de gouverner ou d'administrer, et cela à toutes les échelles, et d'abord au niveau local, où doit se décliner, se réaliser et s'incarner dans les faits et dans le vécu quotidien des citoyens et habitants, le triptyque de notre devise républicaine. Car aucune expérience de la liberté ne pourrait être possible sans l'égalité de dignité de tous les êtres humains et sans par conséquent la fraternité, qui non seulement atteste de notre commune humanité au-delà de la diversité des origines et des cultures, mais qui conforte et fonde en outre
toute l'universalité des principes de justice ou d'équité et des droits inaliénables des hommes et des femmes. Aucune jouissance de la liberté, de l'égalité de dignité et de la fraternité ne serait en effet, et par ailleurs, possible et effective sans la paix civile et sans la concorde de tous et de toutes. Or, parce que ces principes et valeurs sont fragiles et parce que leurs conditions de possibilité restent toujours à refonder, à consolider et à repenser ou redéfinir, évoquer le vivre ensemble pour penser les blessures, apaiser la douleur du deuil ou de la perte irrémédiable et prévenir la discorde où le risque de violence n'est pas seulement un devoir politique, mais également un impératif moral et éthique. C'est au fond un acte de sagesse et de clairvoyance, lesquelles sont incontestablement les qualités de l'homme ou de la femme politique. Devant l'effroi causé par l'assassinat de Philippe Kopman, il fallait d'abord rassembler pour se recueillir. Il fallait ensuite et simultanément apaiser pour que nul ne s'arroge le droit de se substituer au juge, ni ne prétende apporter et posséder la solution miracle, drastique ou définitive. Car, animée par les causes les plus nobles et les hautes valeurs humaines, la politique reste néanmoins un exercice empirique, voire un tâtonnement permanent que seule une volonté politique ferme, soucieuse de l'intérêt général et déterminée préserve du découragement, de la résignation, de la facilité des simplifications et de la tentation de compromission. Cependant, parler du vivre ensemble, ce n'est pas de la part d'un maire ou d'un élu diluer sa responsabilité, ni encore moins l'esquiver. C'est au contraire en mesurer toute la portée et l'assumer pleinement en réfléchissant aux moyens à mettre en place pour que plus jamais un tel drame ne se reproduise, ni ici à Grande-Synthe, ni ailleurs en France et dans le monde. Car si la victime, lâchement et sauvagement assassinée, suscite l'effroi, le jeune âge des assassins et leurs crimes gratuits et injustifiables se révèlent tout autant effroyables, ne manquant pas d'ébranler les consciences et d'interroger la puissance publique. Nos gouvernants à l'échelle nationale, qui cédant aux intérêts du capital et à sa concurrence déloyale et inhumaine, finissent par cautionner le recul des conquis sociaux et par participer à la faillite rampante, mais programmée ou organisée des services publics et à leur agonie certaine. Or, ce sont précisément les services publics et leur déploiement partout sur le territoire, et notamment dans les quartiers défavorisés, qui concourent à la cohésion sociale et qui garantissent l'égalité républicaine. L'état de droit est reconnaissable à l'impartialité de ses institutions, mais aussi à la qualité de ses services publics et à sa capacité d'accompagner les plus faibles et les plus fragiles de ses citoyens. Désormais, à Grande-Synthe, nous restons convaincus que les fondations, comme les remparts de toute prévention contre la délinquance et son cortège d'insécurité, comme contre toutes les formes d'exclusion, reste le vivre ensemble, c'est-à-dire une éducation émancipatrice et inclusive, un pouvoir vivre décent et universel, la promotion des communs ou des collectifs pour une autonomie effective et les moyens d'un réel bien vivre de tous et de tous, sans discrimination de genre ou de classe, ni d'origine ou de culture. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Karima pour ces paroles pleines de lucidité et de sagesse. Je vous propose que le secrétaire de la réunion soit Monsieur Benoît Cuvillier, à qui je demande donc de faire l'appel s'il n'y a pas d'autres candidatures. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Donc Benoît, tu peux faire l'appel. Merci Monsieur le maire. Axe Marjorie, Afaska Kadouj, Amichi Keltoum donne pouvoir à Daoudi Samira, Arab Redouane donne pouvoir à Nicolas Damy, Belkala Najat donne pouvoir à Shabab Selima, Beyar Martial,
Calonne Nicolas, Chabab Selima, Cordier Claudine, Cuvillier Benoît présent, Dacosta Albert, donne pouvoir à Junot Bernard, Daoudi Samira, Da Silva José, Damy Nicolas, Dassonville Michel, Desmazières Nathalie, donne pouvoir à Attab Michel, El Abassi Habib, Fanchon Karine, Abchi Aïcha, Juste Patrick, Junot Bernard, Leca David, Maza Sylvain, donne pouvoir à Bayard Martial, Mesman Vanel Chantal, Michel Daniel, Pâques Véronique, Pinel Atam Michel, Plaquet Jean-Christophe, Ria Fetti, Samier Vanlard Odile, Sergent William, Tuile Karima, Vanel Anne-Sophie, Vergrit Denis, donne pouvoir à Dassonville Michel, Zambil Gossian Sarrazin Nadia, donne pouvoir à Vanel Anne-Sophie. Voilà, monsieur le maire. Merci Benoît. Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer et nous allons commencer donc par l'approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars 2024. Appelle-t-il des corrections ou des demandes de prise de parole concernant uniquement la forme et non pas le fond? Non, donc on va passer au vote sur l'approbation de ce procès-verbal. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe aux délibérations soumises à ce Conseil du 5 juin 2024. Et la première est une délibération d'administration générale avec la désignation d'un membre au Conseil d'administration de l'ASTV. Je rappelle à l'Assemblée que 4 membres de droit représentent le Conseil municipal de Grande-Synthe au sein du Conseil d'administration de l'ASTV. Conformément au statut de l'association, le Conseil municipal avait désigné 4 élus lors de l'Assemblée délibérante du 10 juin 2020. Ainsi, Mme Karine Fanchon, M. Patrick Just, M. Éric Fontaine et M. William Sergent avaient été désignés par le Conseil municipal afin de siéger au Conseil d'administration de la STV. Suite au décès du regretté M. Éric Fontaine, un siège est vacant. Aussi, il convient de désigner un nouvel élu. En vertu de l'article L2121.21 du CGCT, le Conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour cette nomination. Moi, le groupe majoritaire propose la candidature d'Anne-Sophie Vanel. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, n'ayant pas d'autres candidatures, est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'on puisse effectuer ce scrutin à main levée et non pas au bulletin secret? S'il n'y a pas d'opposition, je vous propose d'adopter donc la nomination d'Anne-Sophie Vanel au Conseil d'administration de la STV. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Madame Chabab, je vous écoute. Vous avez été trop vite, monsieur le maire. Abstention. Voilà. C'est mon côté optimiste. On passe au point, donc on a bien noté l'abstention, donc ce n'est pas une unanimité, mais une majorité pour accueillir Madame Anne-Sophie Vanel au sein du conseil d'administration de l'ASTV, que je remercie d'ailleurs pour la diffusion en direct ce soir. Point numéro 2, je passe la parole à Monsieur Nicolas Damy pour les vacataires de l'animation carnavalesque. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire informe l'Assemblée qu'il est nécessaire de modifier la délibération du 21 décembre 2023 relative au recrutement de vacataires pour les animations carnavalesques afin d'élargir la possibilité d'intervention des vacataires lors des différents temps festifs carnavalesques, ainsi que leur nombre et leur mode de rémunération. Le nombre de vacataires passe à 80 pour animer l'ensemble des festivités prévues durant l'année. Ils seront chargés de rythmer notamment la bande carnavalesque et constituer la clique menée par le tambour-major, d'assurer les parties musicales, parader et animer les chaluts lors des différentes sorties annuelles qui se dérouleront en ville ou dans les autres structures. Il est proposé aux membres du conseil municipal de modifier la rémunération des vacations comme suit. Pour les musiciens, pour les vacations inférieures à 5 heures, SMIC brut x 1,13. Pour les vacations supérieures ou égales à 5 heures, SMIC brut x 1,38. Pour le tambour-major et le chef d'orchestre, les montants des vacations prévues pour les musiciens sont multipliés par 2. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? Non, je vous propose de passer au vote pour les vacataires animation carnavalesque. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie.
Le point numéro 3 sur la suppression de postes au tableau des effectifs. Je passe la parole à Michel Attab. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe l'Assemblée qu'il est nécessaire de mettre à jour le tableau des effectifs afin qu'il soit en adéquation avec les besoins de la collectivité. Par ailleurs, un certain nombre d'emplois sont actuellement vacants dans le tableau des effectifs, soit que les agents aient quitté la collectivité, retraite, mutation des missions, soit qu'ils aient pris un nouveau poste, mobilité interne, nouvelle fonction, avancement de grade. Compte tenu du nombre important de postes vacants présents au tableau des effectifs, il est nécessaire de supprimer les postes suivants. Filière administrative, suppression de 1 poste de directeur territorial à temps complet, poste vacant car départ en retraite et grade en voie d'extinction. Suppression de 3 postes de rédacteur territorial à temps complet, poste vacant suite à des mutations et démissions. Suppression de 20 postes d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet, poste vacant suite à des avancements de grade. Filière technique, suppression de 3 postes de technicien principal de 1re classe à temps complet, poste vacant suite à un départ à la retraite et mutation. Suppression de 50 postes d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet, poste vacant suite à des avancements de grade, promotion interne, retraite, décès. Filière animation, suppression de 3 postes d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps complet, poste vacant suite à des avancements de grade, concours. Filière médico-sociale, sous-filière sociale, suppression de 2 postes d'assistants socio-éducatifs à temps complet, poste vacant suite à des avancements de grade. Suppression de 8 postes d'éducateurs de jeunes enfants à temps complet, poste vacant suite à des départs en retraite, des avancements de grade. Filière médico-sociale, sous-filière sociale, suppression de 2 postes de cadre de santé à temps complet, poste vacant suite à mutation et départ à la retraite. Suppression de 2 postes de périculture à temps complet, poste vacant suite à des avancements de grade. Je vous laisse prendre connaissance du tableau récapitulatif des incidences des suppressions de postes sur les effectifs selon les grades concernés. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Voilà, merci Michel pour cette présentation. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, c'est l'avancement de nos agents suite à la CAP. S'il n'y a pas de demande de prise de parole ou de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et je te laisse la parole, Michel, pour la création de postes d'emploi permanents. Merci, Monsieur le maire. La création d'un emploi permanent de technicien... excusez-moi, je reprends. Le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi permanent de technicien bâtiment à temps complet à compter du 15 juin 2024 pour exercer les missions suivantes. Préparer et monter des dossiers d'études d'accessibilité, sécurité incendie dans les établissements recevant du public, déclaration travaux et permis de démolir, tenir compte des délais et des procédures administratives, procéder à des relevés terrain et assurer le suivi du patrimoine bâti, participer à la conduite des chantiers, programmation, coordination et suivi des différents travaux, vérifier la bonne exécution des travaux et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité, participer aux différents projets, réunions et savoir travailler en transversalité, prendre en compte les besoins des utilisateurs et usagers des bâtiments, rendre compte aux supérieurs hiérarchiques de l'avancée des dossiers, prendre part à l'élaboration et à la rédaction de cahiers des clauses techniques particulières, CCTP, et de dossiers graphiques dans le cadre notamment de marchés de travaux. Vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques définies dans les marchés. Estimer les coûts prévisionnels de fonctionnement et d'investissement selon les chantiers. Vérifier les services faits. Cet emploi permanent pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire au grade de technicien. Monsieur le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi permanent de responsable technique à temps complet à compter du 15 juin 2024 pour exercer les missions suivantes. Assurer les missions techniques confiées dans les différents domaines d'intervention. Contrôler la bonne exécution des travaux confiés. Encadrer les équipes d'un niveau inférieur. Transmettre les consignes et s'assurer de leur compréhension par les équipes, veiller à ce que les règles d'hygiène et sécurité soient respectées dans les différents domaines d'intervention,
assurer les remontées d'informations aux responsables de service, organiser le travail et les approvisionnements nécessaires à l'activité, accompagner les nouveaux agents dans leurs fonctions et dans l'appropriation des procédures de travail. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire au grade d'agent de maîtrise principale. Monsieur le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi permanent de directeur des droits des sols et sécurité incendie à temps complet à compter du 15 juin 2024 pour exercer les missions suivantes. Élaborer et mettre en œuvre des politiques en matière d'urbanisme sur la commune. Élaborer, coordonner et superviser des projets des opérations d'aménagement urbain. Rédiger les études et analyses dans les domaines de l'urbanisme et de la sécurité. Participer à l'élaboration des documents d'urbanisme, assurer une veille réglementaire juridique, faire appliquer la réglementation en termes d'urbanisme et de sécurité et instruire les actes s'y rattachant, organiser l'instruction des autorisations d'urbanisme, intégrer les documents cadastraux et les plans de bâtiments, intégrer et gérer la commission communale de sécurité, posséder les connaissances réglementaires nécessaires en urbanisme et en sécurité au titre des ERP. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire au grade d'attaché principal. Monsieur le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi permanent d'animateur enfance à temps non complet à hauteur de 22 heures semaine à compter du 15 juin 2024 pour exercer les missions suivantes. Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, participer au projet pédagogique de la structure d'accueil périscolaire, encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics, concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, impulser et animer la dynamique de groupe, repérer les enfants en difficulté et signaler les institutions responsables de la structure, construire un lien entre les acteurs éducatifs et les parents. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire au grade d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps non complet, 22 heures par semaine. Monsieur le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi permanent de coordinateur des structures d'accueil élargies à temps complet à compter du 15 juin 2024 pour exercer les missions suivantes. Analyser les besoins et caractéristiques des publics accueillis, coordonner les activités d'animation périscolaire et extrascolaire des points d'accueil élargis, accompagner les animateurs dans la mise en œuvre d'animation, prise en compte des besoins matériels et matériaux nécessaires aux activités, vérifier les fiches d'activité et supports d'animation, veiller au respect du taux d'encadrement, veiller au respect de la sécurité physique et psychologique des enfants, impulser et animer la dynamique de groupe, élaborer des projets pédagogiques en lien avec le projet politique éducatif de la ville, être à l'écoute des équipes, dialoguer et prise en compte des demandes des parents, travailler avec les différents acteurs éducatifs, remonter les informations et difficultés aux responsables de service. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire au grade d'animateur principal de 2e classe à temps complet. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Michel pour cette présentation. Vous avez bien compris que toutes ces ouvertures de postes étaient aussi liées aux nominations de la CAP pour pouvoir nommer les agents qui ont été nommés à la CAP. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur la délibération. Donc numéro 4, pardon, je l'ai ici. J'ai une page en trop. Voilà, sur la création de postes d'emploi permanents. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je laisse la parole à Madame Michel Attap pour l'ajout de l'IFCE accessoire à la délibération RIFSEP. Merci, Monsieur le maire. Le Conseil municipal, en date du 7 février, a délibéré la mise en place de régimes indemnitaires tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, RIFSEP, pour le personnel de la commune de Grande-Synthe. Celle-ci a été amendée le 27 juin 2023 pour apporter des précisions sur le système de fonctionnement de l'IFSE accessoire, ainsi qu'une synthèse précisant des grades par groupe de fonctions. L'ajout d'une majoration de l'IFSE ne modifie pas les autres termes des délibérations du 7 février et 27 juin 2023 qui restent inchangés.
L'ajout d'une majoration d'IFSE pour les agents effectuant une mission de 5 jours et plus hors de leur résidence administrative et ou familiale se justifie parce que certains agents partent effectuer des missions pour la collectivité en France, mais aussi à l'étranger. Pour répondre aux actions répondant aux axes politiques, déplacements dans le cadre du programme de mise en œuvre des relations internationales, accompagnement de jeunes et d'enfants lors de séjours. Vous trouverez dans le tableau figurant dans la délibération le montant de cette majoration en fonction du nombre de jours de mission. Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d'appartenance de l'agent. La majoration est attribuée après service fait. L'indemnité allouée aux agents effectuant une mission de 5 jours et plus est versée en complément de la part de fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d'appartenance de l'agent. L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, mais également aux agents contractuels. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Michel. En fin de compte, on s'était rendu compte qu'il y avait des usages différents par rapport aux services différents. Donc on a voulu, avec les organisations syndicales, mettre un peu d'ordre sur justement de réévaluation des indemnités pour les agents en mission extérieure. Et c'est un travail qu'on a réalisé d'ailleurs avec les organisations syndicales et l'ARH que je remercie. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? C'est en fin de compte de la clarification tout simplement. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et on passe au point numéro 6, qui est le rapport annuel de la Commission consultative des services publics locaux. Et je passe la parole à Daniel Michel. Merci, Monsieur le maire. L'article L 1413-1 du CGCT prévoit la mise en place d'une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics que la commune confie à un tiers par convention de délégation de services publics ou qu'ils exploitent en régie. Lors du Conseil du 10 juin 2020, 8 membres ont été désignés pour cette commission qui doit, au titre de la commune, examiner chaque année le bilan d'activité du service exploité en régie du cinéma Le Varlin. Aussi, le rapport de cette commission doit être présenté à l'Assemblée délibérante après examen par la CCSPL. La commission s'est réunie le 22 mai 2024. Elle a donc examiné le rapport d'activité et le bilan financier du Varlin. Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir prendre acte de la communication du rapport d'activité et la commission consultative des services publics locaux telle que présentée. Merci Daniel. C'était juste une présentation d'un rapport annuel de la Commission, donc ça n'appelle pas de vote, mais s'il y a des demandes de prise de parole, non du tout. Donc on a pris acte de ce rapport annuel. Je vous en remercie. On passe au point numéro 7, qui est la participation au conseil d'administration de l'association Liane Coopération. Et je passe la parole à Karim Atouil. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que Liane Coopération, réseau régional multi-acteurs des Hauts-de-France, propose à la ville de Grande-Synthe de rejoindre son conseil d'administration et d'en être membre. Liane Coopération est une association loi 1901 qui a pour but de favoriser la mise en place d'actions de coopération décentralisée et de solidarité internationale concertée et de contribuer à l'amélioration des projets portés par les acteurs des Hauts-de-France. Le conseil d'administration actuel est composé de 18 membres élus et 5 personnalités qualifiées. 6 postes sont à pourvoir. Les collectivités candidates pressenties sont Grande-Synthe et Château-Thierry. Grande-Synthe est adhérente de Liane Coopération depuis 2020. Cela a permis à la ville, via les financements du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de participer à des projets tels que le déplacement du conseil municipal des jeunes à Suwałki en Pologne, la venue et l'accueil d'artistes polonaises et ukrainiennes lors du projet Inspire, ou encore récemment le programme Mobilisation des territoires français et marocains pour le développement durable. Conformément au statut de Liane Coopération, la ville de Grande-Synthe doit désigner un membre titulaire et un membre suppléant.
Il est demandé au conseil municipal de désigner un membre titulaire et un membre suppléant afin de siéger au CA, au conseil d'administration de l'association Liane Coopération. Merci Karima. Donc, si vous le voulez bien, moi je propose la candidature en tant que membre titulaire, Madame Karima Touil, et en tant que membre suppléant, Monsieur Benoît Cuvillier. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, il n'y en a pas, donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Ça participe pleinement au développement de notre service relations internationales et coopération internationale qu'on souhaite mettre en place. Et je vous en remercie parce que c'est un gros travail qui est effectué par les services et les élus qui en ont délégation. On passe donc au point numéro 8 qui est la convention Pass Culture nationale. Je passe la parole à Madame Daoudi Samira. Je vous remercie, Monsieur le maire. Le Pass Culture est un dispositif gouvernemental géré par le ministère de la Culture. Il vise à faciliter l'accès aux jeunes, aux arts et à la culture, à intensifier, diversifier leurs pratiques culturelles. Le Pass Culture est une application géolocalisée disponible pour les jeunes de 15 à 18 ans en offre individuelle, créditée de 20 à 300 € selon l'âge et utilisable pendant 2 ans. Le Pass Culture est également attribué aux collèges et lycées en offre collective afin de financer les projets d'éducation artistique, culturelle des enseignants pour leurs élèves de la 6e à la terminale. Le montant varie alors de 20 à 30 € par élève selon la classe. Le détenteur du Pass Culture peut s'en servir auprès de tous les acteurs culturels, proposant des offres sur l'ensemble du territoire national. Sont ainsi éligibles au Pass Culture les visites de musées, les places de spectacles, concerts, festivals, abonnements dans les médiathèques, salles de spectacle, de cinéma, des inscriptions à des cours ou ateliers tels que musique, dessin ou danse, l'achat de matériel tels que les livres, les CD, les instruments de musique ou encore l'achat de biens numériques plafonnés à 100 € tels que les jeux vidéo, e-books et abonnements en ligne. Concernant la ville de Grande-Synthe, le Pass Culture pourra servir aux spectacles et aux inscriptions à des cours et ateliers, musique, dessin et danse. Ce dispositif promouvra alors une ville attractive, culturelle et solidaire, permettra aux acteurs culturels d'inscrire leur offre à destination des jeunes et à certains d'accéder facilement à la pratique culturelle. Monsieur le maire propose alors au conseil municipal de conclure une convention afin de formaliser ce partenariat entre la société Pass Culture et la ville de Grande-Synthe. Cette convention permettra aux jeunes disposant d'un Pass Culture d'accéder aux équipements culturels de la collectivité. Ce dispositif vient compléter l'offre municipale existante, à savoir le Pass Culture local. Monsieur le maire annonce que le Pass Culture est entièrement gratuit pour la ville de la collectivité. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Samira. Y a-t-il des demandes de prise de parole? C'est une bonne chose que ça permet aux enfants de Grande-Synthe de pouvoir bénéficier des équipements grandsynthois dans le cadre du Pass Culture. Donc c'est plutôt une bonne chose et je te remercie pour ce travail effectué sur cette attribution, ce montant qui permet aux jeunes de découvrir la culture. Peut-être pas que les jeux vidéo, j'espère qu'ils iront au spectacle, mais bon, ça on verra dans l'utilisation qui est individuelle et avec une pleine liberté. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. On passe au point B qui est l'urbanisme, affaires foncières et immobilières. Et je propose à Patrick Juste de présenter les délibérations 1 et 2 simultanément, puisque c'est la désaffectation et le déclassement de la parcelle cadastrée BH 383. Patrick. Merci, Monsieur le maire. Alors, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la commune de Grande-Synthe est propriétaire de la parcelle cadastrée BH 383, 6 à Grande-Synthe, avenue du Baroque. Un opérateur sollicite l'acquisition de la parcelle cadastrée BH 383 pour 2004 m². L'objectif évoqué dans le cadre de ce dossier est de développer un projet immobilier de logement. Préalablement à toute cession, Monsieur le maire propose de procéder à la désaffectation de la parcelle cadastrée BH 383, qui est aujourd'hui un espace implanté sur le domaine public de la collectivité. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. La deuxième délibération, reprenant les mêmes objets et la même destination, concerne le déclassement de cette même parcelle BH 383, 6 avenue du Baroque à Grande-Synthe.
Voilà, merci Patrick. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération qui correspond donc à Monsieur Alavassi, je vous en prie. Oui, bonjour. On aurait voulu savoir quel était l'opérateur qui était prévu pour cet achat. L'opérateur. Oh, pardon. En fin de compte, c'est un dossier dans sa première partie qui est suivi par la communauté urbaine, puisque c'est eux qui sont propriétaires des premiers terrains. Et nous, on donne l'accord à l'opérateur de faire une extension sur la deuxième partie des terrains. Et de mémoire, c'est 57 logements du côté communauté urbaine et 27 logements du côté des terrains de la ville. Et l'opérateur, Audrey, dis-le-moi. Novalis, voilà, c'est ça. Et qui, lui, après, va mettre en gestion un opérateur, un bailleur. Et si on fait compte, vous voyez un peu où ça se trouve, c'est juste en face des plaines du Nord, où il y avait la ferme qui faisait le coin, qui était d'ailleurs en indivision, et sur des terrains qui étaient déjà préemptés sur l'arrière par la communauté urbaine de Dunkerque. C'est une belle petite opération immobilière qui va se faire. Et je vous dis, c'est à peu près 80 logements qui vont se faire à terme sur cet emplacement. D'autres demandes d'intervention? Non. Donc sur la délibération 1, qui est celle de la désaffectation de la parcelle, y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Et sur la numéro 2, qui est le déclassement de la parcelle, y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Point 3, c'est la résiliation partielle du bail amphithéotique administratif entre la ville et la communauté urbaine de Dunkerque sur le lieu dit de la ferme Clément. Alors, par bail amphithéotique administratif en date du 13 avril 1992, la communauté urbaine de Dunkerque a mis à disposition de la ville un tènement immobilier à vocation d'espace vert, SI à Grande-Synthe, tènement implanté dans la zone anciennement dénommée Ceinture verte du Courguin. Au jour de la signature, les diverses parcelles de terrain appartenant à la communauté urbaine, objet du bail amphithéotique administratif, avaient une contenance totale de 190 868 m². Parmi celles-ci se situe la parcelle cadastrée AH 409 pour une contenance de 33 652 m², provenant de la division d'un immeuble de plus grande importance, originairement cadastré section AH numéro 294, 6 lieux-dits ferme Clément. La parcelle cadastrée AH 294 provient elle-même de la division de la parcelle mère AH 17, ainsi qu'en résulte le procès-verbal de cadastre en date du 11 mai 1999. Ce bail d'une durée de 60 années ayant commencé à courir rétroactivement à compter du 1er janvier 1988 a été consenti à titre gratuit en vue de la mise en forme d'un projet général d'aménagement de la zone par la commune, afin de permettre la concrétisation d'un projet de construction d'une usine de méthanisation des boues de la station d'épuration située sur la parcelle jouxtant la parcelle cadastrée BH 409. La communauté urbaine de Dunkerque demande la résiliation partielle du bail amphithéotique administratif susvisé pour motif d'intérêt général. La ville de Grande-Synthe sera présentée par Maître Dorothée Lenoir, notaire à Dunkerque, qui sera chargé de la rédaction de l'acte et des formalités afférentes. Les frais d'établissement de l'acte de résiliation partielle du bail amphithéotique en date du 13 avril 1992 seront pris en charge par la communauté urbaine de Dunkerque. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? En fait, compte une modernisation de cet équipement et un agrandissement de cet équipement qui est juste en face du centre Emmaüs de Dunkerque, de Grande-Synthe, et à côté du centre pour les gens du voyage. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Sur cette délibération, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe au point numéro 4, qui est le bail amphithéotique, maison de l'alimentation durable, entre la communauté urbaine de Dunkerque et la ville. William Sergent. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues,
À la demande de la commune de Grande-Synthe, la communauté urbaine de Dunkerque s'est rendue propriétaire de la maison à usage d'habitation 6 à Grande-Synthe, 75 avenue de l'Ancien Village, par acte notarié en date du 4 novembre 2022, dans le cadre d'une opération d'aménagement pour la mise en œuvre d'un projet en faveur d'une politique alimentaire et agricole sur le territoire communautaire. La ville souhaite utiliser le bien précité pour le projet de maison de l'alimentation durable. Ce futur équipement sera envisagé comme un espace dédié au développement des projets alimentaires locaux, à la fois point de vente collectif et citoyen, espace des projets agroécologiques et alimentaires, espace test. Dans l'attente des formalités administratives préalables à la régularisation d'abailles amphithéotiques inhérents à la réalisation du projet subventionné, une convention de mise à disposition a été accordée à la ville, lui permettant ainsi de disposer du bien pour effectuer les études techniques préalables au démarrage des travaux de rénovation du site. Afin de permettre à la commune de Gravelines de concrétiser le projet de maison de l'alimentation durable, la communauté urbaine de Dunkerque propose la conclusion d'un bail amphithéotique. La ville prendra à sa charge les impôts et devra s'acquitter des charges liées à l'occupation de l'immeuble. La ville de Grande-Synthe sera représentée par maître Julie Fauquet, notaire à Dunkerque, qui sera chargé de la rédaction de l'acte et des formalités afférentes. Les frais liés à cet acte sont à la charge de la ville en tant que bénéficiaire. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de conclure avec la communauté urbaine de Dunkerque un bail amphithéotique de 30 ans avec prise d'effet au 1er janvier 2024, moyennant une redevance unique d'1 euro symbolique. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Voilà, c'est toujours dans le projet de maison de l'alimentation durable. On a acquéri il y a 2 ans à peu près maintenant la ferme dit Butin, la ferme Butin, et on a eu une opportunité d'achat de la maison qui jouxte la ferme Butin au 75 avenue de l'Ancien Village, et c'est la communauté urbaine qui s'est portée acquéreur de ce bien immobilier qui nous met à disposition par bail amphithéotique pour 30 ans. Pour être tout à fait transparent, le programmiste vient d'être nommé, devrait commencer ses travaux pour pouvoir avancer sur ce dossier de la maison de l'alimentation durable d'ici juin. Donc là, on avance bien sur ce projet qui va être un projet donc, qui va jouxter la ferme Butin et le bien acheté par la communauté urbaine de Dunkerque. Donc on reviendra vers vous lorsque ce sera plus avancé. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération et qui correspondent au bail amphithéotique de 30 ans pour la maison de l'alimentation durable, enfin pour surtout le bâtiment au 75 avenue de l'Ancien Village entre la communauté urbaine de Dunkerque et la ville de Grande-Synthe? Il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe au point numéro 5, qui est le projet NPRU Îlot des Peintres, la cession à la SPAD sur un protocole d'accord. Nicolas Damy. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'une concession d'aménagement a été notifiée le 10 février 2021 par la communauté urbaine de Dunkerque au préfet de la SPAD, Société publique de l'agglomération dunkerquoise, concession relative à l'aménagement de l'îlot des Peintres à Grande-Synthe. Dans le cadre de la concession d'aménagement qui lui a été confiée et des opérations à réaliser, la SPAD se doit de déposer un permis d'aménager pour l'ensemble des futurs espaces publics. Afin de satisfaire aux contraintes réglementaires liées au dépôt du permis d'aménager, il y a lieu d'intégrer des espaces qui à terme seront occupés par les futures constructions qui y prendront place. Pour ce faire, la SPAD doit se rendre propriétaire des 10 espaces. À cette fin, et pour ne pas impacter le planning global de l'opération, Monsieur le maire propose à l'Assemblée de céder à la SPAD les parcelles listées ci-après, sous la condition suspensive ultérieure de désinfection et déclassement des dites parcelles pour une superficie totale de 4 178 m², dont vous avez le détail juste en dessous. La cession serait consentie à titre gratuit au profit de la SPAD sous forme d'apport en nature, les biens listés supra ayant une valeur vénale de 20 € le m², sur la base de l'estimation domaniale reçue à cet effet. Les frais liés à cette cession seront mis à la charge de la SPAD. La ville de Grande-Synthe serait représentée dans ce dossier par maître Julie Fauquet, notaire à Dunkerque, qui serait chargé de la rédaction de l'acte de cession et des formalités différentes. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participe pas au vote Monsieur le maire et Monsieur Benoît Cuvillier.
Voilà, merci Nicolas. C'est sur le dossier NPRU îlot des Pins sur lequel on avance bien également. D'ailleurs, on aura un jury de concours la semaine prochaine avec Partenaire pour attribuer les premiers îlots. Ça me permet de remercier le gros travail des services et en particulier d'Audrey Cormier et toute son équipe sur ce projet NPRU parce que c'est un projet astreignant et difficile à mener, mais sur lequel on a une extrême vigilance et je pense avec un résultat qui sera quand même appréciable. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce projet NPRU? Non, on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre sur le projet NPRU îlot des Pins et la session la SPAD? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 6. Donc, on a bien pris note que Benoît Cuvillier et moi-même ne participons pas au vote puisque nous sommes membres du conseil d'administration de la SPAD. Le projet urbain secteur Auchan-Puitouk avec un protocole d'accord. Donc, je rappelle à l'Assemblée que le dynamisme économique que connaît le territoire communautaire va se poursuivre sur les années à venir et implique la création, on dit 16 000 dans la délibération, on dit des fois 20 000, des fois 30 000 emplois. Cette arrivée massive de nouveaux travailleurs va s'accompagner de la nécessité de produire des logements supplémentaires dans de fortes proportions sur le territoire communautaire. On parle en effet de la création de 1200 logements par an pendant 10 ans, soit 12 000 logements sur le territoire communautaire. Le territoire de Grande-Synthe dispose d'une entrée de ville avec une zone commerciale certes bien positionnée, mais qui demanderait à être requalifiée et davantage connectée au tissu urbain grand-saintois. D'ailleurs, elle fait partie des zones commerciales identifiées au niveau national dans le cadre de la restructuration des zones commerciales. Afin de répondre aux enjeux de production de logements, mais également d'intégration et de nécessaire requalification de la zone commerciale dite Auchan, les services de la ville de Grande-Synthe, de la communauté urbaine de Dunkerque, de Node, Bessy et S3D se sont rapprochés en vue d'imaginer la future forme de cette zone de 43 hectares. Compte tenu de l'importance que pourrait revêtir un tel projet à la fois pour les porteurs privés, mais également pour les collectivités territoriales que sont la communauté urbaine de Dunkerque et la ville de Grande-Synthe, ces dernières ont décidé, nous décidons donc, d'assumer nos responsabilités et de prendre part à ce groupe de travail qui s'est créé. Outre l'aspect de requalification de la zone commerciale et de création de logements, le projet doit s'accompagner notamment pour les collectivités d'une intégration dans l'environnement immédiat, c'est-à-dire la zone du Puitouk, des connexions avec le tissu urbain existant, puisque vous aurez bien noté que c'est de l'autre côté de la RD 131, de la création de conditions de vie favorables et des services rendus nécessaires, de la prise en compte de la question de la mobilité, y compris du réseau bus à haut niveau de service. Préalablement à tout développement, une phase d'étude est bien entendu indispensable. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce protocole de collaboration que je vous propose ce soir, qui pourrait se mettre en place entre les parties précitées. Pour ce faire, et afin d'avoir un droit de regard et une vigilance particulière, nous vous proposons donc une participation financière à hauteur de 5% du montant de l'étude, avec un maximum de 15 000 € hors taxe. La ville de Grande-Synthe prendra les mesures appropriées pour inscrire à son budget les crédits nécessaires au respect de ces engagements que je vous propose ce soir, selon l'échéancier établi dans le protocole de collaboration. Pour information, la communauté urbaine prendra la même délibération lors de son assemblée du mois de juin. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Ce qui nous permet, c'est pas trop la somme des 15 000 € qui est importante, même si c'est toujours une somme non négligeable, c'est surtout ce qui va nous permettre d'être vigilants et de participer à l'ensemble des discussions et des phases du projet. Et je pense que c'est important pour la ville de Grande-Synthe pour qu'il n'y ait pas de débordement et d'incompréhension sur ce sujet. N'ayant pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote sur donc ce protocole d'accord. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point C qui est les contrats marchés, l'état récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 23 février 2024 qui vous a été transmis. Y a-t-il des demandes de prise de parole? On en prend juste acte, il n'y a pas de vote. J'arrive à le comprendre enfin. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, on prend note que les membres de l'Assemblée en ont pris acte. On passe au point numéro 2, qui est le jury de concours de maîtrise d'œuvre relatif à la rénovation et l'extension du gymnase du Nord-Over, avec l'indemnisation des architectes conseils, membres du jury. Monsieur Junot. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose à l'Assemblée
que dans le cadre du projet de rénovation et d'extension du gymnase du Nord-Over, un concours de maîtrise d'œuvre a été lancé conformément aux dispositions de l'article R.2172-2 du Code de la commande publique. Monsieur le maire propose à l'Assemblée que les montants forfaitaires de l'indemnité accordée aux 4 architectes conseils membres des 2 jurys de concours soient encadrés comme suit. 600 € hors taxe maximum, demi-journée par architecte. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. C'est cher, mais c'est le cadre légal des concours d'architectes et on a besoin effectivement de leur présence lors de nos concours. Donc on n'a pas trop le choix, on est obligé de payer les architectes. C'est assez cher, mais bon, ils sont quand même utiles. Hein. On a fait le concours pour les services techniques, ça s'est plutôt bien passé. Ils étaient à 3, mais on fera la même chose pour le Nord-Over parce que c'est une obligation légale. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est pas donné. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote sur cette indemnisation des architectes conseils. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro D, qui est la programmation avec le point numéro 1, qui est le contrat de ville 2024. Michel Attave. Merci, monsieur le maire. Le nouveau contrat de ville intitulé Quartier 2030 a été signé le 17 mai 2024. Il s'appuie, comme le précédent contrat, sur la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014. En cohérence avec les principes définis par cette loi, la communauté urbaine de Dunkerque, l'État, les collectivités locales concernées se sont engagés avec leurs partenaires en faveur des quartiers prioritaires. Les orientations du nouveau contrat de ville sont les suivantes. Tendre vers le plein emploi, œuvrer pour l'éducation des jeunes sur tous les temps, cet axe est travaillé dans le cadre de la cité éducative, favoriser la transition énergétique et écologique et veiller à une offre de logement dans un cadre de vie de qualité répondant aux besoins des habitants, promouvoir la santé et le bien-être sur les quartiers et garantir l'accès aux droits, donner envie et accompagner l'accès à la culture et au sport, favoriser l'accès aux droits et aux services, améliorer la tranquillité et le service public et la sécurité publique, orientation transversale, accompagner l'exercice de citoyenneté, soutenir la participation et le vivre ensemble, promouvoir l'égalité et lutter contre les discriminations. Tenant compte de ces champs d'action, la ville de Grande-Synthe et ses partenaires associatifs ont proposé la programmation annuelle 2024 au titre de la politique de la ville. Ainsi, les projets ci-joints sollicitent des crédits spécifiques de la politique de la ville. La contrepartie financière de la ville sera conditionnée à la subvention des financeurs de la politique de la ville. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Michel. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce contrat de ville 2024? On a l'habitude de le passer. Ça me permet aussi de saluer le travail des élus et des techniciens parce que c'est un gros travail d'analyse et de mise en forme des demandes et des narrations des actions. Oui, j'en profite pour remercier Christelle Devreau et son équipe pour vraiment le travail intensif qui a été effectué pour ce nouveau quartier 2030. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote sur ce contrat de ville 2024. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au rapport d'utilisation de la DSU 2023. Michel, toujours. Oui. Merci, monsieur le maire. La loi du 13 mai 1991 a institué une dotation de solidarité urbaine au profit de certaines collectivités locales. L'article 8 de cette loi dispose que monsieur le maire d'une commune ayant bénéficié au cours de l'exercice précédent de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-19 du Code général des collectivités territoriales présente au conseil municipal avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice. Un rapport qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet exercice et les conditions de leur financement. En application de ces dispositions légales, l'état récapitulatif détaillé des dépenses engagées au titre de la dotation de solidarité urbaine qui s'élève à 6 350 169 € en 2023. Est annexé à la présente délibération et a été communiqué aux membres de l'Assemblée.
Il est demandé à l'Assemblée de prendre acte de la communication de ce rapport. Voilà, s'agissant d'un rapport, il n'y a pas de vote, mais s'il y a des prises de parole, je vous les passe sans problème. Il n'y a pas de prise de parole, donc on a pris acte de ce rapport DSU 2023. Je vous en remercie. On passe au point numéro 3, qui est la dotation politique de la ville 2024, et je passe la parole à Madame Samira Daoudi. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire précise à l'Assemblée que la loi des finances de 2015 a transformé la dotation de développement urbain, DDU, en dotation politique de la ville, la DPV, tout en maintenant les mêmes critères d'éligibilité. Néanmoins, l'article 259 de la loi numéro 2018-13-17 du 28 novembre 2018 de finances pour 2019 révise les critères d'éligibilité des communes à la DPV. Cette dotation complète par un soutien renforcé aux quartiers en géographie prioritaire, la logique de péréquation poursuivie dans le cadre de la dotation de solidarité urbaine. C'est à ce titre que la ville de Grande-Synthe sollicite un cofinancement pour le projet suivant. Réhabilitation du parc Saint-Jacques. Coût total du projet, 187 007 € hors taxe. Demande de DPV, 149 605 €, soit 80% du montant total. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur la DPV? Pour information, on aura une réunion publique le 11 juin, ça doit être à 18 h ou 18 h 30 à la maison de quartier ou au parc Saint-Jacques s'il fait beau, et comme il fait toujours beau chez nous, ce sera au parc Saint-Jacques. Vous l'avez bien compris, justement, pour présenter le projet, puisque c'est un projet qui a été fait avec le service politique de la ville dans le cadre des... comment on appelle ça? Non, pas des tours de secteur, du budget participatif, puisque vous avez vu que le budget participatif, on l'a maintenant ciblé sur des endroits, et c'est le premier endroit qu'on avait ciblé, c'était effectivement le parc Saint-Jacques, et il y a eu un gros travail de fait avec les services, et je les en remercie justement sur le devenir de ce parc Saint-Jacques, et aussi les projets qu'on va y mener, et je pense que le résultat qui sera présenté, le résultat participatif avec les habitants et les services techniques, services politiques de la ville, sera plutôt attrayant, et je vous invite le 11 juin, à partir, ça doit être 18 h ou 18 h 30 au parc Saint-Jacques pour avoir les résultats. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote sur cette dotation politique de la ville. Je pense qu'il n'y aura pas d'avis contraire, puisqu'on va quand même chercher 80% du montant du coût total du projet. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Et on passe au point numéro 4, qui est une demande de subvention Microfolie. Vous l'avez déjà présenté, on a une petite modification à faire acter par le conseil municipal pour pouvoir effectivement bénéficier de ce musée numérique. Michel. Merci, Monsieur le maire. La candidature de la ville de Grande-Synthe déposée en décembre 2023 pour accueillir un musée numérique, Microfolie, au sein du campus de la Réussite a été retenue. Pour rappel, la Microfolie est un dispositif de décentralisation culturelle porté par le ministère de la Culture et coordonné par l'établissement public du parc de la Grande Halle de la Villette. Dans une démarche éducative globale, le musée numérique permet de venir compléter l'offre éducative grâce à un outil innovant de qualité dédié à l'ouverture culturelle. Une Microfolie est un équipement qui propose des contenus culturels, ludiques et technologiques. Les microfolies doivent toucher des publics aussi diversifiés que possible, fédérer les acteurs locaux et rayonner sur le territoire. Elles pourront aussi compléter, renforcer des dynamiques culturelles préexistantes. Les contenus du musée numérique sont gratuits et permettent d'avoir accès aux collections nationales des 12 établissements culturels fondateurs et à plusieurs collections régionales et européennes. Les musées concernés sont le Centre Pompidou, le Château de Versailles, le Musée d'Orsay, le Grand Palais, le musée du Quai Branly, le Louvre, l'Institut du monde arabe, le musée national Picasso, l'Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux, le Festival d'Avignon et Univers Sciences. La Microfolie est une véritable plateforme culturelle de proximité. Les activités de la Microfolie sont à destination de tous les publics et ont vocation pour les habitants à animer le territoire en créant un lieu de vie convivial et accessible à tous, réduire les inégalités en offrant aux habitants un accès aux œuvres des plus grandes institutions culturelles régionales, nationales et internationales à travers le musée numérique. Dans le cadre de la candidature, le budget prévisionnel a été mis à jour en intégrant uniquement le volet investissement. Le budget estimatif de ce projet s'élève à 28 000 € TTC qui correspond aux acquisitions nécessaires. L'État, via le SNAT,
peut financer jusqu'à 80% de ce montant dans la limite de 20 000 €. Il convient de faire valider par le conseil municipal la sollicitation de ce financement pour ce projet. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ça me permet de te remercier, Michel, pour l'attention que tu as eue sur ce dossier et surtout aussi Gauthier et ses équipes, parce qu'effectivement, on avait demandé une subvention de 14 000 €, mais grâce à la vigilance de nos équipes, on a pu monter la demande de subvention à 20 000 €, ce qui n'est pas négligeable sur un équipement quand même qui va rayonner sur Grande-Synthe et qui est quand même très intéressant au-delà du campus de la Réussite pour l'ensemble des services de la ville, que ce soit les seniors, la jeunesse, la politique de la ville, le DRE, et j'en oublie certainement. C'est un bel équipement qu'on aura l'occasion d'accueillir très très prochainement et je ne peux que m'en réjouir et je vous en remercie. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette modification d'une délibération qu'on avait prise préalablement sur la demande de subvention Microfolie? Pas de demande de prise de parole. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et on a hâte, Michel, de pouvoir visionner les premiers musées de façon virtuelle. Très certainement en novembre. C'est bien. Avec, pour Noël. Voilà. On fera une ce sera soirée le musée. futur cadeau de Noël intergénérationnel. On passe au point E de notre conseil municipal avec les finances, le compte de gestion du budget principal, le point numéro 1, et je propose à Benoît de présenter simultanément le point numéro 2 qui sera le compte de gestion du budget annexe. Comme ça, on fera budget principal et budget annexe d'un seul trait. À toi, Benoît. Merci, monsieur le maire. J'espère que je serai aussi passionnant que les microfolies, mais ça va être un peu difficile quand on parle de chiffres. Alors, conformément au Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal entend, débat et arrête le compte de gestion du receveur. Monsieur le maire précise que le compte de gestion a été transmis par le receveur avant le 30 juin, conformément à la loi, et qu'il reflète exactement la ventilation détaillée des crédits budgétaires du compte administratif 2023 présenté par l'ordonnateur et dégage le même résultat que ce dernier avant prise en compte des reports de dépenses et des recettes, soit pour les résultats de l'exercice 2023 en investissement un déficit de 1 298 014,13 €, en fonctionnement un excédent de 4 870 464,61 €. En ce qui concerne le résultat de clôture de l'exercice 2023, compte tenu des résultats de clôture de 2022, on retrouve en investissement un excédent de 3 312 540 € et en fonctionnement un excédent de 4 870 464,61 €. Même cadre de délibération pour le budget annexe. Donc sur le résultat de l'exercice 2023, en investissement, on retrouve un déficit de 65 875,83 €. En fonctionnement, un excédent de 112 567,29 €. Résultat de clôture de l'exercice 2023, en prenant en compte les résultats de clôture 2022. Pour l'investissement, un déficit de 99 400,26 €. En fonctionnement, un excédent de 112 567,29 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur ces deux délibérations. Si l'État pouvait avoir d'aussi bons résultats, ce serait bien. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur les délibérations 1 et 2, sur les comptes de gestion, hein, qui sont en fait compte la corrélation entre nos comptes et ceux du receveur? Sur le compte de gestion du budget principal, y a-t-il des votes contre? Non. Abstention? Abstention du groupe d'opposition. Donc, le reste est pour, c'est voté à la majorité. Sur le compte de gestion du budget annexe, même position de vote. Donc, c'est voté effectivement à la majorité. C'est qu'une régulation comptable entre nos comptes et ceux faits par le Trésor public. Voilà, on va passer donc au compte administratif du budget principal 2023. Nous pouvons débattre avec vous. Je me retire et propose que ce soit M. Benoît Cuvillier, s'il n'y a pas d'opposition, qui puisse présider les deux délibérations relatives au compte administratif. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, donc Benoît, je te laisse la présidence et je m'éclispe. Merci, monsieur le maire. C'est le tout petit privilège de l'élu aux finances d'avoir la présidence du conseil municipal pendant deux délibérations, et c'est lors du compte administratif et du compte administratif du budget annexe.
Comme l'année dernière, j'ai décidé de vous faire cette présentation par le biais d'une vidéo parce que je trouve ça un petit peu plus pédagogique et un peu moins laborieux à la fois pour nous et puis pour les téléspectateurs. Je voulais, avant de lancer la vidéo, remercier forcément le service finance, comme je le fais à chaque fois, pour le travail effectué tout au long de l'année, et notamment sa directrice Stéphanie Fournier. Remercier également le service communication et plus particulièrement Laurence, avec qui je passe quelques heures pour réaliser ces vidéos. Donc voilà, je vous propose de démarrer et puis après on aura l'occasion d'échanger. Le vote du compte administratif est un moment important de la démocratie municipale. Il retrace l'année budgétaire dans un cadre législatif précis par le biais du Code général des collectivités territoriales et de la loi NOTRe. Il est aussi un temps de bilan de l'année écoulée où l'ensemble des recettes et des dépenses réalisées sont retracées. Il se décompose en deux sections que sont le fonctionnement et l'investissement. En ce qui concerne le fonctionnement, nous aborderons les recettes avec notamment la fiscalité, les dotations communautaires, les dotations de l'État. Pour les dépenses de fonctionnement, nous évoquerons la masse salariale, les subventions au monde associatif, les dépenses énergétiques et les nombreuses actions portées par la municipalité à destination de nos concitoyens. En ce qui concerne l'investissement, nous évoquerons les recettes d'investissement avec les subventions sollicitées, le solde d'investissement reporté, le virement de la section de fonctionnement et l'emprunt d'équilibre. Les dépenses d'investissement permettent de construire la ville de demain avec de nombreuses acquisitions et réalisations faites au cours de cette année 2023. Pour apporter une vision globale de ce compte administratif, il me paraît essentiel de rappeler quelques indicateurs importants. L'ensemble de nos recettes de fonctionnement et d'investissement sont d'un montant de 81,38 millions. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement et d'investissement, nous émargeons à 77,81 millions. L'excellent taux de réalisation de nos recettes de fonctionnement, de 99,4%, démontre une nouvelle fois la sincérité de nos prévisions budgétaires. Delta entre les recettes et les dépenses réalisées, l'excédent brut de fonctionnement pour l'année 2023 émarge à 4,8 millions. L'épargne brute, quant à elle, est d'un montant de 5,8 millions. Notre stock de dette a légèrement augmenté cette année, passant de 12,2 à 12,7 millions en 2023. Cela s'explique notamment par le recours à l'emprunt pour un montant de 2,5 millions au cours de l'année. Il n'en reste pas moins que la nuitée de notre dette est de 2,2 ans, quand le seuil critique est fixé à 12 ans. Nous allons maintenant aborder la section de fonctionnement. L'ensemble des recettes de fonctionnement s'élève cette année à 70,26 millions. La répartition des recettes de fonctionnement est relativement identique aux années précédentes. Nous constatons, comme je l'évoque souvent, que l'essentiel de nos recettes sont figées. On y retrouve la fiscalité à hauteur de 17,4%, les compensations communautaires pour 62,4%, les compensations de l'État pour 16,3% et diverses autres recettes. En entrant un peu plus dans le détail, la communauté urbaine de Dunkerque reverse à la ville de Grande-Synthe l'attribution de compensation pour un montant de 33,2 millions, ainsi que la dotation de solidarité communautaire à hauteur de 7,05 millions, soit un montant global de 40,45 millions. Nous pouvons évoquer un des paradoxes de l'État avec le versement de la dotation de la solidarité urbaine pour un montant de 6,3 millions, calculé en fonction des critères sociaux de notre population. Ce même État nous réclame 1,02 million de contribution au redressement des finances publiques. Parmi les dotations d'État, nous retrouvons entre autres l'ancienne taxe d'habitation et d'autres dotations pour un montant de 4,1 millions. En ce qui concerne la fiscalité, nous retrouvons les taxes comme les droits de mutation, la TLPE, la TCFE, qui représentent un montant global de 0,9 millions. La fiscalité des ménages pour un montant de 7,2 millions est quant à elle en légère hausse comparément au CA 2022. Cela fait suite à l'augmentation des bases décidée par l'État. Il est nécessaire de rappeler que la ville n'a pas augmenté son taux d'imposition depuis 2001. Nous pouvons souligner le travail des élus et des agents de la collectivité à travers les demandes de subventions, avec pour exemple les 2,3 millions de subventions de la CAF ou encore la dotation politique de la ville pour un montant de 649 000 €. Avec une tarification sociale propre à la ville de Grande-Synthe, nous retrouvons également, dans les recettes de fonctionnement, les redevances aux services publics qui correspondent au paiement de nos concitoyens pour bénéficier des nombreux services proposés par la collectivité.
Nous pouvons évoquer ici à titre d'exemple la restauration scolaire, la périscolaire, les repas des seniors. Ce montant représente une recette de 659 000 €. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, le montant global est de 65,39 millions. Le taux de réalisation est de 92,5%. Nos dépenses sont réparties de la manière suivante. 21% pour les charges à caractère général permettant le bon fonctionnement des services. 61% pour les charges de personnel, plus communément appelées la masse salariale. 12% pour les charges de gestion courante, qui est le chapitre des subventions aux associations et du CCAS. 1% pour le chapitre 66 et 67, qui correspondent respectivement au remboursement des intérêts de l'emprunt pour le premier et à la compensation tarifaire du Varlin et aux bourses scolaires pour le second. À travers les charges à caractère général, pour un montant de 13,6 millions au chapitre 011, nous pouvons évoquer à la fois le dynamisme de notre ville avec les actions quotidiennes proposées par les services, que sont par exemple la restauration scolaire, la périscolaire, la petite enfance, les maisons de quartier, les services seniors. Nous pouvons évoquer également les nombreuses actions et manifestations tout au long de l'année avec les estivales, le Noël scintillant, Octobre rose ou encore la saison culturelle. Cet ensemblier démontre notre volonté à maintenir un haut niveau de service public à destination de la population grande-saintoise. C'est aussi au chapitre 011 que nous constatons avec frustration, au même titre que nos concitoyens, l'augmentation du coût de la vie, avec le prix des fluides et des assurances en constante augmentation. Cette année, le coût de l'énergie pour la collectivité a été de 4 millions, soit une augmentation de 400 000 € liée au contexte inflationniste, notamment sur le coût de l'électricité. En ce qui concerne la masse salariale et le chapitre 012, à hauteur de 40,2 millions, il est le chapitre des efforts budgétaires réalisés par le service RH sous l'impulsion politique des élus. Tout en absorbant les décisions non compensées financièrement de l'État, nous avons mis en place une politique de suivi budgétaire plus poussée sur ce chapitre. Cette démarche a porté ses fruits cette année avec une économie de 700 000 € comparativement au compte administratif 2022. Au chapitre 65, nous retrouvons l'engagement de la collectivité envers nos partenaires associatifs et sociaux pour un montant de 8,1 millions. Vecteur de lien social et acteur incontournable de notre ville, nous avons participé au développement de nos associations locales en finançant 150 d'entre elles pour un montant de 4,2 millions. Les associations sportives, culturelles, ludiques et éducatives ont contribué à l'épanouissement de chacune et chacun d'entre nous sur notre territoire. Premier acteur de la solidarité, de par sa politique sociale, avec pour exemple le minimum social garanti, le revenu minimum étudiant ou encore l'EHPAD, le CCAS a été subventionné à hauteur de 3 millions en 2023. Le chapitre 66 montre la bonne gestion de notre dette. Malgré l'emprunt de 2,5 millions contracté cette année, les charges financières liées aux emprunts ont diminué de 50% depuis 2014. Au chapitre 67, nous retrouvons la traditionnelle compensation tarifaire permettant aux Varlins de conserver une tarification attractive pour un montant de 204 000 €. Nous retrouvons également l'attribution des bourses scolaires versées à plus de 2500 collégiens, lycéens et étudiants pour un montant de 177 560 €. Le chapitre 67 est aussi celui du Pass Sport qui a profité à plus de 850 enfants et leur a permis d'accéder au sport grâce à une licence sportive plus abordable. Le Pass Senior, quant à lui, a permis à plus de 1200 seniors d'aller au cinéma Le Varlin, de s'inscrire aux activités dans les associations partenaires ou encore de participer aux sorties et actions du service senior. En ce qui concerne la section d'investissement permet la mise en place de projets structurants, d'entretenir le patrimoine de la collectivité par l'intermédiaire de plans annuels ou pluriannuels ou de faire des acquisitions de matériel ou d'immobilier. La section d'investissement est la partie budgétaire permettant de construire la ville de demain. Je commencerai par évoquer les recettes d'investissement. Nous pouvons constater un taux de réalisation des recettes réelles de 91,4%. Le montant total des recettes d'investissement avoisine les 9,5 millions €. Dans les recettes d'investissement, nous y retrouvons le versement de la FCTVA pour un montant de 745 000 €. Nous retrouvons également les diverses subventions d'investissement perçues, elles s'élèvent à 223 129 €. Nous pouvons évoquer les 50 000 € par le biais de France Relance pour la sécurité du système informatique, les 57 000 € du FIC pour les travaux d'éclairage LED sur la piste BMX, les 50 000 € de la DSIL pour les travaux de climatisation, les 29 000 € dans le cadre de fonds de travaux urbains, les 9 744 € du département pour le jardin solidaire. Toujours en recettes d'investissement, nous constatons la présence de l'excédent de fonctionnement de l'année 2022 pour un montant de 5,78 millions.
Nous retrouvons également l'excédent d'investissement reporté pour un montant de 4,61 millions. Cette année, afin de financer ces investissements, la ville a eu recours à l'emprunt pour un montant de 2,5 millions. L'ensemble des recettes cumulées a permis à la collectivité d'obtenir un fonds de roulement de 11,9 millions d'euros. À travers les dépenses d'investissement, nous retrouvons 2,02 millions de remboursement du capital de la dette. Notre dette s'élève à 12,7 millions en fin d'année 2023, soit à 2,2 annuités. Nous pouvons évoquer les nombreuses acquisitions et réalisations pour nous permettre de construire la ville de demain. Pour entrer dans le détail et sans en faire une liste exhaustive, nous pouvons évoquer les 243 000 euros qui auront permis au cinéma Le Varlin de se refaire une beauté avec le renouvellement du matériel et des sièges de notre cinéma. La ville continue son développement numérique avec l'acquisition du matériel informatique pour le campus de la Réussite, afin de permettre à nos jeunes de se familiariser avec les nouvelles technologies pour un montant de 223 000 euros. En parallèle, la collectivité poursuit son investissement dans le déploiement de la fibre optique à hauteur de 597 000 euros. L'acquisition d'un podium et d'une scène modulaire pour les différentes manifestations pour un montant de 152 000 euros. Nous pouvons évoquer le renouvellement du parc automobile des services techniques à la suite de l'incendie à hauteur de 1 131 776 euros. Nous pouvons aussi évoquer les achats de matériel pour un montant de 116 000 euros afin que les services techniques puissent réaliser des travaux en régie sans avoir recours aux entreprises. Enfin, en ce qui concerne les acquisitions, nous pouvons évoquer la cellule commerciale rue de la Paix afin de diversifier notre offre de commerce de proximité pour un montant de 70 000 euros. Pour les travaux réalisés en 2023, nous pouvons aborder la rénovation complète du campus de la Réussite pour un montant de 1,2 million d'euros afin de donner des conditions de réussite optimales aux jeunes de notre ville. Toujours à destination des enfants, nous pouvons évoquer la création d'une cantine scolaire à l'Atrium afin de les accueillir en proximité pour un montant de 315 000 euros. Les travaux de la piscine se sont poursuivis en 2023 à hauteur de 609 000 euros. Pour rappel, le Grand Bassin devrait ouvrir ses portes en septembre 2024. Afin d'optimiser les conditions d'accueil de nos sportifs, nous avons financé les travaux du stade Calcoun pour un montant de 255 000 euros et rénové les passerelles du parcours de pêche pour un montant de 356 000 euros. Enfin, en lien avec la politique alimentaire durable que nous déployons depuis plusieurs années, nous avons créé un nouveau jardin populaire à hauteur de 106 000 euros. Nous allons maintenant évoquer le compte administratif du budget annexe. Le budget annexe est consacré aux opérations de dépenses comme les recettes assujetties à la TVA. Les résultats dégagés sont de moins 65 875,83 euros en investissement, ce qui donne un résultat de clôture de moins 99 400,26 euros en investissement. Concernant l'investissement pour les dépenses, nous sommes sur un total de l'exercice 2023 de 290 969,40 euros. On retrouve le remboursement en capital de la dette pour l'acquisition du local Pôle emploi pour un montant de 70 000 euros. Au chapitre 21, un montant de 213 000 euros, montant important cette année, mais qui concerne les acquisitions pour la rénovation du cinéma Le Varlin. Au chapitre 23, un montant de 7 300 euros pour les travaux réalisés au Palais du Littoral et au Varlin. Pour les recettes d'investissement, nous avons 225 093,57 euros. Pour le chapitre 10, un excédent de fonctionnement capitalisé d'un montant de 53 000 euros relatif à l'excédent de l'année 2022. Il est à noter aussi au chapitre 13 une subvention d'un montant de 136 000 euros versée par la CNC dans le cadre de la rénovation du Varlin. Concernant le fonctionnement, pour un montant de 584 177,61 euros, nous pouvons noter au chapitre 011 un montant de 492 000 euros qui correspond aux dépenses de charges à caractère général selon la clé de répartition pour les bâtiments concernés par le budget annexe. À ce chapitre, on retrouve les fluides en augmentation constante pour un montant de 33 000 euros. Nous retrouvons les locations de matériel pour le Palais du Littoral pour un montant de 126 000 euros et un montant de 289 000 euros pour la saison culturelle. Ces deux derniers postes ont considérablement augmenté grâce à une activité totalement relancée après la période Covid. Concernant le chapitre 012, les charges de personnel, nous sommes à un montant de 30 000 euros en augmentation par rapport à 2022. Pour les charges financières, c'est essentiellement le montant des intérêts de l'emprunt relatif à l'acquisition du local Pôle emploi qui s'élève à 22 000 euros. Au niveau du chapitre 67, il s'agit des remboursements des spectacles annulés et des locations de salles annulées pour un montant de 2 700 euros.
Concernant les recettes de fonctionnement, nous avons réalisé en 2023 696 744,90 €. Dans ces recettes, nous retrouvons le versement de la subvention d'équilibre pour un montant de 420 000 €, le loyer de 103 000 € pour le local du Pôle emploi, les spectacles du Palais du Littoral pour un montant de 81 000 €. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Je ne sais pas si le compte administratif du budget principal et du budget annexe amène à des questions. En tout cas, ce que je peux en dire, c'est qu'on est dans une recherche de maîtrise budgétaire. Vous l'avez vu, on essaye de faire un gros travail, notamment, on l'a fait cette année en 2023, sur la masse salariale pour éviter de se retrouver en difficulté, parce que, comme je le rappelle souvent, l'essentiel de nos dotations et de nos recettes sont figées, ce qui fait qu'on est lié aux contraintes d'inflation et du coût de la vie, de l'augmentation du coût de la vie, un petit peu dans une obligation et un devoir de préserver notre capacité financière au niveau de la ville de Grande-Synthe. Il n'empêche qu'on a eu encore, et à travers les vidéos, on a pu voir de nombreux exemples de beaux investissements sur la ville, que ce soit le campus de la Réussite, toujours aussi la rénovation de la piscine qui ouvrira en septembre. Il y a pas mal de choses qui sont réalisées aussi en termes d'activités, que ce soit les périscolaires, les cantines, enfin on pourrait passer des heures à évoquer tous ces sujets-là. Donc voilà, un petit peu la présentation. Donc je ne sais pas si ça amène à des questions. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc pour le compte administratif 2023, budget principal, qui vote contre, qui s'abstient. J'ai pris note de l'abstention. Je vous remercie. Pour le compte administratif du budget annexe, qui vote contre, qui s'abstient. Je vous remercie pour les votes. Et puis on va pouvoir rappeler Monsieur le maire, qui va pouvoir venir nous rejoindre. Alors voilà, Monsieur le maire, avant de vous rendre la présidence du conseil municipal, je peux vous dire que le compte administratif 2023 du budget annexe et du budget annexe et du budget principal ont été votés à la majorité. Je te remercie, Benoît. C'est quelques mots. J'ai bien entendu suivi et j'avais connaissance de la présentation. Quelques mots pour remercier les services et tout particulièrement Laurence Degore et toi aussi, Benoît Cuvillier, Stéphanie Fournier, l'ensemble des équipes communication, finance et l'ensemble des équipes de la ville de Grande-Synthe, parce que effectivement c'est une présentation très claire, très compréhensible et avec plein de sincérité. Et vous avez bien compris que notre objet et notre difficulté, c'est comment faire aussi bien ou sinon mieux avec des recettes très contraintes. Et pour faire aussi bien, pour même changer la ville et changer la vie pour travailler pour demain, il faut effectivement que nous ayons une capacité d'investissement, mais pas que de l'investissement, aussi une capacité d'adaptation pour pouvoir monter des projets ici à Grande-Synthe. Et ça passe pas malheureusement par des crédits supplémentaires. Je disais tout à l'heure en rigolant, en disant que j'aimerais que l'État ait une aussi bonne gestion des comptes publics que les collectivités territoriales, puisque nous n'avons pas le droit, et je le répète, au déficit. Quand on n'a pas le droit au déficit et qu'on a des dépenses qui explosent et des recettes qui stagnent ou qui diminuent même des fois, eh bien effectivement, il faut faire preuve d'inventivité et il faut travailler chaque jour pour continuer à assurer un service public de qualité et être dans l'innovation. Être dans l'innovation, c'est quoi ? C'est continuer les politiques en faveur de nos habitants, puisque je rappelle quand même les prérogatives et les chiffres à Grande-Synthe, avec une population qui souffrait déjà avant l'inflation, qui souffre encore plus.
Donc ce qui fait qu'on doit bien entendu mettre des politiques sociales, des politiques d'accessibilité, des politiques en faveur de nos concitoyens. C'est le campus de la réussite, c'est le redynamisme de la maison de l'initiative sur le terme de l'emploi et de la professionnalisation, mais c'est aussi ce qu'on met en faveur de nos concitoyens dans les actions publiques. Je pense à la restauration scolaire, à la périscolaire, à tout ce qu'on peut mettre en place. C'est aussi l'effort de nos associations, puisque là, et tu l'as dit lors de cette présentation, on a décidé aussi de continuer à poursuivre notre investissement vers la vie associative, culturelle, sportive, parce qu'effectivement, c'est le ciment social de la ville de Grande-Synthe. On a fait des efforts en termes de masse salariale, vous l'avez vu, puisque de compte administratif à compte administratif, c'est là que les comparaisons sont importantes. On fait, j'oserais pas dire une économie, mais on diminue la facture de 700 000 €. Ça se fait comment? En rationalisant, en prenant nos responsabilités qu'on a élues. On doit savoir prendre ses responsabilités et agir avec responsabilité. Et on l'a fait, et je vous remercie, vous toutes et vous tous, les élus de la majorité, parce que vous avez été partie prenante de cette restructuration, mais aussi, surtout, les services de la ville de Grande-Synthe, parce que c'est jamais de gaieté de cœur quand à un moment on resserre les boulons, mais si on veut pouvoir continuer à investir, il faut aussi qu'on puisse assurer une pérennité de nos comptes publics, et c'est ce à quoi on s'efforce chaque jour, et je pense qu'on l'a plutôt bien fait en 2023. Et je le dis et je le répète, dans un contexte extrêmement dégradé, où on attaque beaucoup la fonction publique. J'entends le ministre des Finances, M. Bruno Le Maire, demander que l'effort de résorption de la dette française passe par les collectivités territoriales. Et non, je pense que moi je suis complètement en désaccord avec ça. Les collectivités territoriales sont les bons élèves de la nation, sont les bons élèves de la République, et c'est aussi ceux qui sont en première ligne. Et quand on est en première ligne, ça nous donne des devoirs, mais ça doit nous ouvrir des droits. Et malheureusement, on sent aujourd'hui qu'on va être encore une fois attaqué. Je ne peux que le déplorer et le dénoncer, parce que sans les collectivités territoriales, sans la fonction publique, sans les agents des collectivités territoriales, nos villes seraient en déshérence et seraient avec beaucoup plus de problématiques. On a tous applaudi pendant la période de Covid la fonction publique. On a défendu la fonction publique. Il ne faut pas l'oublier juste après, sous le sacro-saint de l'économie et du capitalisme, que la fonction publique, c'est la richesse de ceux qui n'ont pas de richesse. C'est la protection de ceux qui n'ont pas de protection. Donc je pense qu'il faut continuer, il faut toujours agir politiquement pour qu'on puisse défendre les plus faibles, les amener aussi vers un parcours de vie, vers un parcours vertueux, vers l'emploi, vers la formation, vers la professionnalisation. C'est ce qu'on fait ici à Grande-Synthe, même si ce n'est pas forcément dans nos premières prérogatives, mais c'est ce qu'on essaie de faire, je pense encore avec les déterminés avec lesquels on est en train de travailler, avec la maison de l'initiative, parce qu'il faut effectivement que... Et comme le dit d'ailleurs Patrice Vergrit, la communauté urbaine est en train de lancer une opération 200 000 gagnants sur le territoire. Et effectivement, s'il y a un renouveau économique sur l'intercommunalité, il faut que ça puisse profiter à l'ensemble des personnes. Encore une fois, sans obligation, parce qu'on n'est plus au 19e siècle, on ne va pas obliger tous nos jeunes à travailler dans l'industrie de proximité sur un schéma du 19e siècle. Chacun doit avoir le libre choix et le libre arbitre de pouvoir décider de sa destinée et de son avenir, mais à nous de les accompagner pour ouvrir le champ des possibles des plus jeunes d'entre nous et de ceux qui souffrent, pour lesquels on a toujours une pensée et toujours pour lesquels on continue à travailler d'arrache-pied. Juste pour finir, te remercier Benoît, et aussi dire, vous voyez, tout ça c'est possible en pensant au monde de demain. Aujourd'hui, on fait 700 000 € de maîtrise de notre masse salariale. Pour autant, on a 148 agents qui sont passés aux 4 jours. Je pense qu'au 1er janvier 2025, monsieur le directeur général de service, on va doubler le nombre d'agents qui passeront aux 4 jours, parce qu'effectivement, il faut qu'on travaille aussi au monde de demain, et le monde de demain, c'est un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, c'est aussi une meilleure reconnaissance du travail effectué. Lorsqu'on a mis en place, et on y a travaillé avec la DRH, avec les élus, pendant 9 mois, lorsqu'on a mis en place la semaine des 4 jours, en 4 jours, on dit en 4 jours, en 4 jours, trêve de sémantique sur ces sujets-là. On l'a fait avec 2 conditions. C'est de ne pas détériorer le service public
et de ne pas augmenter le nombre de fonctionnaires, parce que vous l'avez bien compris, au vu de la démonstration de Benoît, que c'était plus possible de dépenser plus. Et ben, on a réussi à le faire dans un équilibre qui est un équilibre gagnant-gagnant entre la qualité du service public et la qualité de vie de nos agents. Et moi, j'en suis particulièrement fier, comme je suis particulièrement fier d'être maire de Grande-Synthe et de vous présenter aujourd'hui avec Benoît, avec l'ensemble de l'équipe municipale, un compte administratif de qualité, qui continue à gérer les affaires courantes de la ville, mais qui continue aussi à vouloir et à défendre l'idée de changer la vie pour nos concitoyens et aller dans l'innovation, aller encore plus dans la redistribution qu'ils méritent bien. Voilà, merci à vous tous. Je pense que le vote a déjà été fait, puisque si tu m'as rappelé, c'est que le vote a été fait. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce compte administratif et de l'avoir voté à la majorité des voix. Merci à vous tous. On continue donc l'ordre de notre conseil municipal de ce soir avec l'affectation du résultat définitif du budget principal 2023, point numéro 5, sur lequel tu vas aussi tout de suite aller sur l'affectation, point numéro 6, du résultat définitif du budget annexe, Benoît. Alors, c'est les délibérations classiques après avoir présenté les comptes de gestion et les comptes administratifs avec l'affectation des résultats au budget principal. La section de fonctionnement du budget principal fait apparaître un résultat cumulé excédentaire sur 2023 de 4 870 464,61 €. Il est proposé à l'Assemblée d'affecter ce résultat excédentaire à l'investissement en dotation complémentaire de réserve. La section d'investissement fait apparaître un déficit d'1 298 014,13 € pour l'exercice 2023, soit un excédent d'investissement reporté de 3 312 540 €, en prenant en compte l'excédent d'investissement reporté de 2022. L'excédent de financement de la section d'investissement doit être corrigé des restes à réaliser. Monsieur le maire propose l'affectation ci-après de cet excédent, soit à savoir l'affectation en investissement au compte 1068, l'excédent de fonctionnement capitalisé de 4 870 464,61 €, le résultat excédentaire en investissement de 3 312 540 € sera reporté au compte 001. Cette décision prendra effet dans le budget 2024. En ce qui concerne les résultats définitifs du budget annexe, est constaté en section de fonctionnement un excédent de 112 567,29 €. Monsieur le maire propose l'affectation ci-après dans cet excédent, soit une affectation à l'investissement de l'excédent de fonctionnement capitalisé. Sur la section d'investissement, le résultat cumulé déficitaire constaté est de 99 400,26 €. Et cette décision sera reportée sur le budget annexe 2024. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur les points 5 et 6 qui sont les affectations des résultats? Si on n'a pas, je vous propose de passer au vote. Pour le point numéro 5, qui est l'affectation du résultat définitif du budget principal 2023, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus, c'est voté à l'unanimité, pardon, et je vous en remercie. Pour le point numéro 6, qui est l'affectation du résultat définitif du budget annexe, y a-t-il des votes contre? Non, des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe au point numéro 7, qui sont les tarifs pour la taxe locale de publicité extérieure 2025. Nicolas. Merci, monsieur le maire. La commune de Grande-Synthe a institué la taxe locale sur la publicité extérieure applicable sur son territoire par délibération du 29 mars 2016. Les tarifs fixés dans le cadre de la délibération du 29 mars 2016 sont entrés en vigueur au 1er janvier 2017 et sont depuis, conformément à la réglementation, révisés chaque année de façon automatique dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Pour l'année 2025, il est prévu une hausse des tarifs de 4,8% par rapport à ceux pratiqués pour l'année 2022. Lorsqu'une collectivité ne souhaite pas voir appliquer la hausse automatique des tarifs, il convient de prendre une délibération en ce sens. Par ailleurs, le règlement local de publicité intercommunale, le RLPI, est opposable depuis le 3 mars 2023. Celui-ci impacte les redevables de la TLPE du fait qu'ils ont 6 ans pour mettre leur enseigne et support en conformité avec le RLPI. Dans ce cadre, monsieur le maire propose de ne pas actualiser les tarifs qui seront appliqués en 2025 afin de ne pas impacter financièrement davantage les redevables de cette taxe. Ainsi, en 2025, les tarifs applicables seraient identiques à ceux de 2021, 2022, 2023 et 2024, à savoir
Les anciennes numériques et non numériques de 12 à 20 mètres carrés, 21,40 € le mètre carré. De 20 à 50 mètres carrés, 42,80 € le mètre carré. Plus de 50 mètres carrés, 85,60 € le mètre carré. Pour les dispositifs publicitaires non numériques et préenseignes non numériques, de 0 à 50 mètres carrés, 21,40 € le mètre carré. Plus de 50 mètres carrés, 42,80 € le mètre carré. Pour le dispositif publicitaire numérique et préenseigne numérique, de 0 à 50 mètres carrés, 64,20 € le mètre carré. Plus de 50 mètres carrés, 128,40 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Nicolas. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur les tarifs pour la taxe locale de publicité extérieure? Je rappelle, c'est une recette d'à peu près 200 000 € par an. Pas de demande de prise de parole, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette grille de tarification? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Et ça fait effet aussi avec ce qu'on est en train de travailler au RLPI, au règlement local de la publicité intercommunale, justement pour essayer de diminuer l'emprise des enseignes et aussi la charge lumineuse en encadrant un peu mieux ça. Il y a un gros travail effectué en harmonisation avec les autres villes, quasiment toutes les villes de la communauté urbaine. Et je pense que c'est bien de le souligner aussi en termes d'écologie urbaine. Point numéro 8, Benoît, la décision modificative numéro 1 du budget principal 2024. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que certains crédits ouverts au budget primitif 2024 doivent être modifiés de la façon suivante. En ce qui concerne la section d'investissement, il n'y aura pas de modification, mais pour la section de fonctionnement, on est sur un montant de 40 000 € que vous retrouverez en dépenses avec moins 10 000 € sur le chapitre 011, les charges à caractère général, plus 50 000 € au chapitre 65 sur les autres charges de gestion courante. En ce qui concerne les recettes, nous retrouvons au chapitre 74 les dotations et participations pour le montant de 40 000 €. Donc il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette décision modificative. Toute petite décision modificative. Oui. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On a essayé avec les services, on verra si on tient, mais on ne tiendra pas. Hein. Quand même d'essayer de faire de DM. Non, c'est impossible. Presque pas faire de DM. Ouais, mais... presque pas. Mais... Ah, en juin, on y arrive presque. Ouais. Bon, c'est une petite DM, mais c'est j'ai pas compris dotation et participation. C'est parce que souvent les DM, c'est bien explicite, c'est par rapport à tel dossier qu'on a mal évalué. Là, c'est des charges globales. Oui, c'est des ajustements de chapitres. Charges globales, oui, d'accord. Oui, c'est un ajustement sur une délibération qu'on verra après sur une subvention exceptionnelle pour un club sportif de notre ville. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention sur ce sujet, je vous propose de passer au vote sur la DM. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe aux affaires éducatives, subventions aux associations sport. Et on commence par le point numéro 1 qui est le contrat d'association École René Bonpin. Anne-Sophie. Merci, Monsieur le maire. La convention concernant la participation de la ville aux charges de fonctionnement du groupe scolaire René Bonpin se termine en juin 2024. Au regard des dispositions de la circulaire 2012-025 du 15 février 2012, il est proposé au Conseil de réévaluer, selon les obligations de la commune, la participation de la ville aux charges des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles sous contrat d'association pour les seuls élèves domiciliés dans son ressort territorial pour la rentrée scolaire 2024-2025. Le calcul comptable effectué conformément à la loi sur l'ensemble des écoles publiques de la commune porte à 762,75 € la participation financière par enfant, à laquelle viennent s'ajouter les forfaits de franchise postale, 70 € et abonnement, 370 €. Il est proposé également la signature d'une convention fixant les dépenses de fonctionnement de l'école René Bonpin, assumée par la ville, et les conditions de la prise en charge. Cette convention prendra effet au 1er septembre 2024. Le montant total de cette contribution interviendra dans la limite des crédits votés annuellement à cet effet et sera établi sur la base de la liste des enfants Grand-Saintois inscrits dans cet établissement à la rentrée scolaire qui sera transmise à la collectivité par la direction de l'école. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? C'est l'image, compris. Une petite question. Qu'est-ce que vous prenez en charge pour évaluer le montant de la dotation?
Si vous ne savez pas, par mail, c'est bien. Les fluides, les ATSEM, le personnel. Ouais. Tout ce qui est fluide, les dépenses. Les dotations scolaires aussi, les fournitures scolaires. Oui, il y a tout ce qui concerne. Et le détail du personnel, tu connais pas le détail du personnel à part les ATSEM. C'est pas que les ATSEM et l'entretien. On pourra te le fournir sans problème, parce qu'on a constaté d'ailleurs une légère diminution par rapport à l'année passée, et ça, voilà, c'est les services... agents administratifs, oui, c'est tout proratisé. C'est proratisé sur les agents administratifs et sur les fluides, la facture est un peu moins élevée que l'année passée, donc la redistribution est moins élevée aussi. Mais c'est un calcul fait par les services qu'on peut vous communiquer sans aucun problème. On prenait aussi les agents administratifs, et puis bon, parfois... ratisé sur des hauts salaires, donc du coup ça augmente la dotation. Mais la dotation a légèrement diminué par rapport à l'année passée, par rapport justement au coût moindre des fluides, et ils ont eu aussi moins d'agents administratifs apparemment à Bonpin, et ça j'oserais dire que ça les regarde, mais c'est pris en compte dans le calcul. Ok. Mais on pourra vous communiquer le détail du calcul comparer. Sans problème. Ok, merci. Pas d'autres demandes d'intervention ? Ça me permet d'avoir une petite pensée pour Nathalie Demazière qui est souffrante et qui ne peut pas être avec nous ce soir, puisque je pense qu'elle se serait abstenue sur cette délibération de façon très idéologique. Et si elle nous regarde, je lui passe un petit salut amical. Voilà, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de passer au vote sur le contrat d'association à l'école René Bonpin. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. On aura donc un duo maintenant entre Michel Dassenville et Karine Fonchon pour le fonds d'aide exceptionnel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'un crédit total de 40 000 € a été ouvert au titre du fonds d'aide exceptionnelle au budget primitif 2024. Afin de soutenir les associations dans l'organisation de manifestations et la réalisation des projets qu'elles ont prévus. Monsieur le maire soumet à l'Assemblée la liste des subventions à verser au titre de ce fonds, suivant les conditions fixées avec les associations par convention. Les Saintois patoisans, organisation de sorties découvertes avec des visites de lieux culturels et des repas entre adhérents, 4 000 €. Comité des fêtes du Courguin, participation à Ma Ville en Rose, afin de sensibiliser les habitants au dépistage du cancer du sein par la réalisation d'actions du 1er au 31 octobre, 816 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Karine. Concernant le sport, pour le GS Arts Martiaux, achat de matériel de musculation pour 3 000 €. Pour l'association Blacklist, une participation à l'organisation, le club Blacklist fait son show en juin 2024 pour 1 100 €. Et également pour Blacklist, l'achat de matériel sportif, des ballons de freestyle pour 400 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Voilà, y a-t-il de demandes de prise de parole sur le fonds d'aide exceptionnel? Célima? Donc on va passer au vote. Donc y a-t-il des votes contre cette attribution aux associations qui ont été énoncées par Michel et Karine? Pas de vote contre. Abstention de la part du groupe d'opposition. Et le reste, donc vote pour. Donc c'est voté à la majorité. Je vous en remercie. Point numéro 3, si on parlait un petit peu de la piscine, il y a longtemps. Voilà, donc vous savez, sur ce dossier piscine Léo Lagrange, la réhabilitation du petit bassin, le grand bassin devrait, selon... Et tu l'as dit d'ailleurs, tu as utilisé le bon mot dans ta présentation, Benoît, devrait ouvrir en septembre, et on a dissocié les travaux entre le grand bassin qui devrait ouvrir en septembre et le petit bassin qui sera plutôt le premier semestre ou trimestre 2025. Et on a donc réinterrogé la communauté urbaine pour pouvoir bénéficier du fonds de concours, puisque effectivement sur ce petit bassin, suite à la rénovation de la piscine en 2013, des désordres techniques sont apparus. Les travaux de reprise sont en cours, ainsi que les travaux complémentaires de rénovation du chauffage, ventilation, isolation, ainsi que l'éclairage. On aura un coût total prévisionnel des travaux évalué à 1 624 905 €. Donc on a déjà eu un premier fonds de concours de la part de la communauté urbaine de Dunkerque dans le cadre du plan piscine à hauteur de 665 043 €.
Et donc on s'est rendu compte, après moult péripéties, qu'on avait un problème d'étanchéité dans le petit bassin et qu'il convenait, comme on l'avait d'ailleurs préconisé à l'époque, n'est-ce pas Bernard, de mettre un bassin inox qui avait été refusé par les architectes parce qu'apparemment c'était impossible. Et maintenant ils nous disent qu'il faut effectivement mettre un bassin inox. Donc il y a un coût prévisionnel de 1 180 411 € pour réhabiliter le petit bassin et on vous propose de demander à la communauté urbaine de Dunkerque un fonds de concours prévisionnel de l'ordre de 590 205 € au titre de la réhabilitation de la piscine et du petit bassin. Et ça me permettra de remercier la communauté urbaine de Dunkerque pour son aide financière dans ce dossier tumultueux. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette demande complémentaire de fonds de concours? Non, on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Ça me permet de saluer aussi le travail des services qui sont en bonne collaboration et en bonne communication avec les services de la communauté urbaine pour pouvoir alléger la charge financière pour la ville de Grande-Synthe. Point numéro 4, la subvention complémentaire à l'OGS Basket. Karine. Merci, Monsieur le maire. Le club de l'OGS Basket évolue depuis septembre 2023 en National 2. Le club a validé son match en National 2 au terme d'une saison sportive où il a occupé le haut du classement. Afin de pouvoir se réengager dans ce championnat, la Fédération française de basket demande des garanties financières au club. Le club de l'OGS Basket, avec un effectif de plus de 366 licenciés et 24 équipes engagées en championnat, doit faire face à des dépenses liées à l'ensemble des équipes qui vont être à la hausse pour la saison 2024-2025. En effet, il y aura une augmentation des frais de licence, d'arbitrage et de transport. Pour encadrer l'ensemble des équipes, le club s'appuie sur des bénévoles, mais également des salariés. Ces derniers avaient une partie de leur salaire prise en charge par l'État durant 3 ans et nous arrivons à la fin de cette aide. Bien évidemment, le club recherche activement des sponsors privés. Cependant, les derniers s'orientent plus vers les clubs élites de l'agglomération, comme le hand, l'USDK, le hockey sur glace et le BCM au basket. Dès lors, afin de pouvoir garantir son maintien en National 2, tout en maintenant une politique sportive auprès de l'ensemble de ses licenciés, notamment les jeunes, l'OGS Basket a sollicité la ville pour l'attribution d'une subvention complémentaire de 50 000 €. Les crédits sont ouverts par décision modificative votée ce jour. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. C'est exactement le genre de délibération que je ne voudrais pas prendre. Pourquoi? Je vais m'en expliquer. On a un club qui est monté en National 2, sportivement. On a un club qui se maintient en National 2, sportivement. On a un club qui est bien géré, qui a un déficit cette année, mais qui était sur des réserves pour passer la bascule de National 3 en National 2. Un club qui équilibre ses comptes. La Fédération française menace de basket, menace de le rétrograder, alors que les comptes ne sont pas dans le rouge et que sportivement, ils sont maintenus, puisque leur classement leur permet de rester en National 2. Non mais, et la sanction de la Fédération française de basket, si vous ne présentez pas un budget à autant de milliers d'euros, on vous descend. Vous avez 2 choix. Le choix, enfin même plusieurs choix. Vous avez le choix d'accepter la décision de redescendre en régional et donc d'anéantir le travail réalisé par une équipe de bénévoles, puisque ce sont des bénévoles à l'OGS Basket, ou soit vous avez un deuxième choix qui est celui de centrer votre politique sportive uniquement sur l'équipe première et d'arrêter la formation. Et d'arrêter tout au moins l'ensemble des équipes jeunes en national, régional, pour les mettre tout en départemental, puisqu'effectivement, ça coûterait moins cher. Et vous avez un autre choix, c'est celui d'aller chercher des subventions vers le privé, ce qui est très difficile, ou d'aller vers la collectivité pour avoir un partenariat. Je trouve, et je le dis très clairement, la position de la Fédération française de basket, et je me suis renseigné sur d'autres clubs au même étage et dans d'autres régions, c'est la politique nationale. Je trouve ça pas normal de vouloir professionnaliser à outrance le sport amateur et le sport de bon niveau amateur, puisqu'une National 3, une National 2, ça reste du sport amateur aux portes du professionnalisme avec les contrats fédéraux comme on peut connaître dans certains sports. Mais ces exigences des fédérations, à un moment, je pense que ça doit suffire. Et aujourd'hui, la ville se retrouve avec un couperet
Soit on soutient notre club qui a fait des efforts, qui rassemble 400 ou 500 jeunes à Grande-Synthe sur le basket, soit on leur met un coup près, on les fait descendre en régional, ou soit on a l'obligation de les soutenir financièrement. Et ben, je trouve ça quand même très limite de la part des fédérations, et je voulais le dire avant qu'on puisse voter sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? De toute manière, c'est tout naturellement qu'on va bien sûr, par soutien, voter cette délibération. Enfin, ce qui est quand même assez dérangeant, c'est qu'on nous met le couteau sous la gorge, parce que c'est quand même un club Grand-Saintois, ce sont des habitants de la ville qui s'investissent, qui sont bénévoles, et on ne peut pas mettre à plat tout ce travail qui a été engagé depuis tant d'années. Donc, bon, la bonne chose, c'est que de montrer à ce club qu'on est là, qu'on les soutient et qu'on les abandonne pas. Mais c'est vrai que ces attitudes des fédérations, hein, parce que, comme le disait mon collègue, hein, le foot l'a également vécu. Enfin, ces comportements mettent un peu les collectivités en difficulté, et sans notre soutien, les clubs eux-mêmes en difficulté. Donc c'est... Oui, je comprends le début du propos, c'est le genre de DM qu'on n'aime pas voir voter. Surtout qu'il n'y a pas de déficit constaté à l'OGS Basket. On sera encore dans un club en perdition financière, comme il y en a beaucoup en France et dans tous les sports. J'arriverai à comprendre que les DNCG ou les DNG ou les organismes habilités à vérifier les comptes des clubs sportifs au niveau des fédérations puissent prendre des décisions, et ce serait plutôt légitime. Que là, il n'y a pas de souci de comptabilité, de trésorerie au niveau de l'OGS Basket. On leur reproche, en fait, compte de ne pas être assez, entre guillemets, professionnalisé et de ne pas avoir assez de budget. Par contre, sur le terrain, ils sont en National 2 et ils ont obtenu leur maintien. Ils sont quoi, 4e ou 6e? 4e? Ils sont 4e, donc ils sont même plutôt dans le haut du tableau en National 2. Et on leur dit, bah, attention les copains, si vous n'avez pas restructuré votre budget, si vous ne montrez pas l'obtention de budget supplémentaire, on vous rétrograde. C'est totalement scandaleux. Et en sachant les difficultés, et tu l'as énoncé dans la délibération, aujourd'hui, sur le Dunkerquois, on a quand même du sport de haut niveau, avec le football en Ligue 2, avec le BCM en Pro A, avec la GD en 2e division, et avec le handball en 1re division. Impossible pour nos clubs de bon niveau, national ou régional, d'aller chercher des partenaires privés. Donc, effectivement, la charge va tomber sur les collectivités. Et malheureusement, c'est ainsi. Mais bon. Je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous remercie pour ce club de l'OGS Basket qui fait beaucoup d'efforts et qui, surtout, parce que moi, ce qui semble le plus important aussi, c'est qu'il y ait une vraie politique envers la jeunesse. Et ça, c'est important parce qu'on risquerait, s'il y a moins de moyens, d'avoir des clubs qui, effectivement, ne mettent que leur argent et que leurs subventions sur les équipes premières, en oubliant un peu que le club sportif, c'est aussi de l'éducation, de la sociabilité et du vivre ensemble. Merci pour eux. On passe donc à la fin de notre conseil municipal avec l'approbation des décisions prises depuis le 18 mars 2024. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce sujet? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à vous souhaiter de bonnes fêtes estivales. On aura bientôt les estivales qui vont commencer à Grande-Synthe. J'espère qu'elles se feront sous le soleil et que ce sera des bons moments pour nos concitoyens. Normalement, prochain conseil municipal programmé le 15 octobre à 18 h, sous réserve des modifications de calendrier. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous.